Bonjour à toutes et tous dans ma spiritualité au quotidien. Je suis ravie d'être avec Richard. Salut. Richard qui va nous partager son parcours de vie et ce qu'il fait aujourd'hui et ce qui le fait vibrer. Voilà, avec voilà, ses rencontres, ses joies, ses difficultés, etc. Mhm. Alors Richard, tu es tatoueur. Oui. Tu viens aussi il y a une année de créer une société qui confectionne des dômes Mhm. d'habitation et des serres. Tu nous en parleras un peu après. Ouais. Et tu habites au Canada. Ouais. Voilà. Au Donc, Québec. au Québec. Voilà, Parce exactement. que souvent les Français ils disent Canada, mais ils font pas la différence avec la province de Québec. Il y a beaucoup de Français qui pensent qu'on est tous anglophones au Ouais. Canada. Mais au Québec, on est vraiment francophone. Bon. Et on aime bien dire Québec parce qu'on n'est pas le Canada. Ah bon, d'accord. Alors, au Mais Québec. moi, je me considère plus Canadien maintenant que Québécois. En tout cas, ça c'est... D'accord. Ouais. Ok. Donc, ça Tu pourras en fait parler. plus d'une vingtaine d'années que Ouais. tu es là-bas. 22 ans. Ouais. Est-ce que tu voilà, veux nous expliquer un petit peu, nous retracer ton parcours, ce qui fait que bah, tu as quitté la France Ouais. pour partir en voyage et puis ce qui t'a amené peut-être justement eh ben, à t'orienter vers le tatouage parce que Mhm. c'était pas ton métier principal, enfin Non, à la non. base. Je te Mhm. laisse la parole. Ouais, ouais, je peux. Ouais. Ben, c'est ça, en fait, je viens de Saint-Chamond, j'ai grandi dans une petite banlieue, puis j'ai étudié, dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à étudier en art, j'ai toujours été un artiste, j'ai toujours dessiné, j'étais un enfant qui était très, très, très introverti. Euh, Par rapport à maintenant, je sais pourquoi, parce que je vivais certaines choses familiales. Fait que dans ce temps-là, si vous avez des enfants aussi, des fois qui se renferment, c'est que souvent on a besoin de le communiquer, mais la communication est des fois difficile à comprendre, c'est complexe quand même la communication. Fait que j'ai commencé en art à Saint-Étienne, j'ai étudié après à Lyon, j'ai été orienté plus en publicité. J'ai travaillé en ONG aussi parce que je voulais pas faire l'armée. À l'époque, il y avait l'armée, fait que c'était objecteur de conscience. Hmm. Fait que là, j'ai travaillé à une ONG qui s'appelait Vétérinaires sans frontières. Ça, je t'en ai pas parlé, tu vois, ça va être Ouais. une nouveauté. Ben, c'est ça, j'ai appris à voyager à travers les photos parce que je gérais tout ce qui était phototexte des expatriés qui Hmm. travaillaient au Cambodge, au Vietnam, en Équateur. Fait que moi, je gérais toutes les photos et on imprimait un magazine et moi, je devais sélectionner la photo parfaite pour l'article. Fait que là, je découvrais tous les pays, j'avais 20 ans à cette époque-là. Ouais, ça a commencé à stimuler Mais ton c'est là, en fait, envie tu vois, je me de... rends compte, c'est vraiment le fun parce que ça, je vais réapprendre aussi à me découvrir. Puis j'ai tripé, puis je me souviens qu'à l'époque, on voyageait pas de la même façon non plus. C'était les guides de voyage, Ouais. on parlait aux gens, on n'était pas sur notre cellulaire avec Google machin, et puis fait qu'on sortait des sentiers battus aussi, fait qu'on se dépassait parce qu'on était on n'était pas dans notre zone de confort. Et Ouais. dès qu'on sort de notre zone de confort, ben, on se découvre et on se rend compte que tout est possible et qu'on n'a pas de limite. Fait que j'ai fait de la publicité, j'avais une belle job. À l'époque, c'était un journal, je pense que c'était le 42, Bonjour, je crois. Fait que je travaillais à Saint-Étienne, métro boulot dodo, Mhm. comme peut-être certains d'entre vous. Mais j'étais pas heureux dans ma job et j'étais surtout plus à ma place dans mon cocon familial. À l'époque, j'avais quand même 26 ans. Je suis quand même parti tard, j'ai beaucoup bougé en France, en Espagne. Dès que j'ai eu mon permis, je suis parti dans mon van, puis je très van life. Puis quand je revenais, il y avait quelque chose. Et j'ai un ami qui est parti en Angleterre avant moi, puis il m'a dit Rich, il faut que tu partes. Tu sais, puis je disais toujours à mes amis, je vais partir, mais ça a duré 1 an, 2 ans, je vais partir, je vais partir. Et à un moment donné, cet ami-là est parti, je dis ok, je pars. Mais j'ai dit 3 semaines avant à ma mère, je pars, quoi. Je quitte la France. Et tu savais où tu voulais, où tu allais ou Ouais, D'accord. ben, en fait, je suis parti avec une amie, Sonia, qui est encore à Montréal. Et c'est sûr Mhm. que partir à deux, à trois, ça peut aussi être le fun. Ça peut être moins le fun aussi parce qu'on apprend à se découvrir en voyage.
Mais là, c'était une belle expérience. On est parti à 3. Laurent, aussi, s'est greffé, mais lui est revenu. Et on avait 3 pays. On avait Canada, États-Unis et Australie. Et mon anglais était tellement pourri que là, j'ai dit, ok, c'est l'occasion d'aller soit en Australie, soit aux États-Unis pour apprendre. Mais on regardait les loyers, les appartements, et à Québec, c'était tellement pas cher. Et moi, j'avais pas d'aide parce que à cette époque-là, j'ai démissionné, fait qu'il n'y avait pas d'aide. Fait que je partais avec mes économies. À l'époque, c'était rien, hein, c'était 10 000 euros, je pense, j'avais rien. Et je suis parti au Québec parce que ça coûtait rien et on parlait pas du Québec comme on parle maintenant. C'était vraiment le pays sauvage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui partent au Québec, puis tant mieux, tu sais, c'est quand même une belle terre d'accueil, mais faut pas trop idolâtrer le Québec. Il y a beaucoup de choses aussi qui fonctionnent aussi mal que nous, là, en France. Là. Fait que souvent, on est parti là, on est arrivé 1 mois, 2 mois, 6 mois, parce qu'un visa de touriste était 6 mois, parce que moi, j'avais pas de permis de travail, fait que je pouvais pas travailler. Fait que 6 mois, je suis revenu. Entre-temps, j'ai rencontré mon ex-femme. Fait qu'elle, elle avait l'intention de voyager en Europe, fait que je suis revenu. On est partis ensemble en voyage à travers l'Europe, puis après on est reparti, on a eu des enfants. Fait que là, la vie normale que tout le monde a, quoi, dans n'importe quel pays. Mais j'ai toujours été en marge et le système m'a rattrapé quand même quand mes enfants sont rentrés à l'école. Là, j'ai vraiment découvert le système, comment ça fonctionnait. Parce que mes enfants voyageaient depuis l'âge de 6 mois, fait qu'on revenait, ils étudiaient un peu. Ils n'étaient pas super bien à l'école non plus, fait que faut respecter aussi nos jeunes L'école n'est pas obligatoire. Donc c'était un peu un système d'école à la maison que tu faisais, enfin école en voyage, d'accord. Ben, j'ai gardé ma fille, l'école, on faisait 2 heures on comptait des cailloux au Maroc, on apprenait à compter, là, je veux dire, après qu'elle était plus vieille, mettons jusqu'à 5 ans, on était allé au Guatemala, oui, il y avait un peu de lecture le matin, mais c'était simple, hein. Puis l'après-midi, c'était la découverte de la diversité du monde aussi, je veux dire, quand t'as ta fille qui a 5 ans, qui voit des enfants de 7 ans fouiller dans les poubelles, faut lui expliquer, quoi. Que la vie, c'est pas juste travailler, t'as ton argent. Eux, ils sont pas malheureux, hein, en même temps. On voit ça, nous, comme triste, et il suffit de très peu, là. Et puis nous, on a beaucoup trop de choses, en fait. Ouais, et d'ailleurs, peut-être que tu pourras partager sur la notion de simplicité, de revenir à l'essentiel, parce qu'il y a un moment, tu m'expliquais tout à l'heure que tu as vendu tout ce que tu avais pour garder que quelques paquets avec toi, quoi. Ouais, mais ça, c'est le van life un peu qui a fait ça. C'est que quand on vit ou on voyage en van, on n'a tellement pas de place que... Tu reviens à l'essentiel. On revient à l'essentiel. L'essentiel, c'était manger, dormir dans la van, ça c'était cool, mais trouver des coins paradisiaques, par contre, ça, c'est quand même... C'est ça la richesse. C'est la richesse, c'est incroyable. Ouais. Tu te poses dans des lieux où tu sais que personne n'est allé. Je me souviens d'un souvenir en Grèce. On est allé, on avait rencontré un couple de Québécois. On était 5 dans un combi, quoi. Un combi, c'est tout petit. Il y avait notre fille de 8 mois, 4 adultes. Et on s'est posé sur une plage en Crète. Je pense que c'était en Crète. Et on devait rester 2 jours. Mais on est resté 1 semaine. Et à un moment donné, on voulait pêcher parce qu'on ne voulait plus partir. On a commencé à vouloir pêcher. Il y avait un pêcheur, on lui a demandé du fil, des hameçons. On voulait rester là, mais on n'avait plus d'eau courante parce qu'on n'avait pas. On aurait pu faire bouillir notre eau. Il y avait juste l'eau de la mer, fait que c'est un peu plus compliqué à dessaler, tout ça. Mais... Fait que oui, on était à l'essentiel. C'était limite, on était tout nus et puis on tripait et la vie, on se levait, on buvait du thé, on discutait en fait. Ouais, le partage, le lien. C'est ça qui était intéressant et on s'est rendu compte, ce jeune couple-là, eux, ils étaient dans une difficulté de voyage, relationnelle aussi, fait qu'on les a amenés à communiquer, je me souviens. Bon, ils se sont séparés, mais ils se sont dit comme, ok, on a vécu, on a trippé ensemble, mais maintenant, la vie, c'est autre chose. On évolue dans la vie, fait que, à un moment donné, il ne faut pas s'attacher comment je pourrais dire, à notre bagage un peu lourd, parce que souvent, c'est ça qu'on parlait un peu tantôt, on s'oblige
à rester dans une relation où on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas heureux, que ce soit une relation, un travail, une famille. Bien sûr. C'est une famille, je veux dire, quand on n'est pas bien, soit on a quelqu'un en face de nous qui est prêt à communiquer et à faire évoluer notre sphère de vie, parce que ça prend toute notre place, de toute façon notre travail, notre relation, c'est notre vie. Fait que si la personne est prête à communiquer et à évoluer là-dedans, on le fait, mais des fois, il y a des gens qui sont fermés, et puis malheureusement, c'est que nous, on s'empêche d'évoluer pour l'instant, je pense. Ouais, et puis accepter aussi que parfois tu partages, je pense à une relation, tu vois, tu partages une relation, et puis tu prends des chemins différents à un moment, et aussi accepter et accueillir et remercier aussi pour le temps qu'on a pu passer ensemble, mais que voilà, chacun a pris une direction différente, et c'est ok, on peut aussi s'accompagner là-dedans en respectant l'autre sur ses choix, quoi. Ouais, se remercier, tu l'as dit, ça c'est vraiment, ça c'est une Ouais. technique haïtienne. Le Ho'oponopono, Le là, je te Ho'oponopono, remercie, ouais. je Ouais, t'aime. ouais. Ça c'est dur, hein, c'est dur à dire merci à quelqu'un qui t'a trahi, mettons, ou qui t'abandonne, parce qu'on, avec les cinq émotions, tu connais Ouais, de Lise ouais, de Lise Bourbeau, ouais. le Lise Bourbeau, c'est-à-dire on a tous l'abandon et la trahison. Mais c'est dur, mais oui, ça, moi, pour avoir vécu la trahison plusieurs fois dans ma vie, de remercier l'autre, ça m'a fait passer ailleurs, mais il y a quand même des étapes. C'est pas aussi simple, merci, bye. C'est comme si C'est je faux. te dis merci, je m'en vais, mais là c'est juste le mental qui dit allez, je fais ça, je suis C'est débarrassée. ça. Mais en fait, Ouais. non, ça vient Et du cœur, après, quoi. ouais, c'est ça. Mais après, le mental, justement, il est toujours là, il reste là, on a les souvenirs, on a peur d'être seul. Mais il faut vivre toutes ces émotions-là, en fait. Cette tristesse, cette dépression. La dépression, c'est un cadeau de la vie, quoi. Il faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de déprimer. C'est quand on touche le fond, on se relève, mais deux fois plus fort. C'est ça qui est incroyable. Puis moi, ça m'est arrivé dans mon parcours, justement, de parler du parcours, Ouais. revenir plus justement à mes études. Fait que finalement, je suis parti, puis je me suis découvert au Canada, parce que c'est quand même aussi une terre qui est particulière avec les Premières Nations. Il y a une grande spiritualité. Que ce soit chez les jeunes, je parle à des jeunes parce que dans mon tatouage, je tatoue des jeunes de 20 à 50 ans. Là. Mais à 20 ans, il y a quelque chose là qui se passe. Il y a quelque chose. Les jeunes sont allumés. Là. Ils sont conscients de la vie qu'ils ont et ils en veulent plus. Et tu as remarqué justement peut-être une évolution parce que du coup, tu as commencé à tatouer il y a combien d'années à peu près? Ça fait 6 ans maintenant, 6-7 ans. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué justement une évolution sur ces 6-7 dernières années par rapport à l'ouverture spirituelle et à l'ouverture de conscience des jeunes? Des jeunes et des moins jeunes. Et des moins jeunes aussi, mais Ouais. là tu parlais des jeunes. Ouais, mais- vraiment. ouais. Vraiment, vraiment. Ben, le tatouage, c'est ça. Pour moi, l'approche du tatouage, c'est la symbolique. Il y a une symbolique, il y a toujours il y a une intention. Toute action dans notre vie a une intention en arrière. On peut reproduire des choses dans notre vie, mais l'intention, est-ce qu'elle est vraiment la même? C'est ça qu'il faut vraiment penser. C'est quoi l'intention en arrière de l'action? Et les jeunes, souvent, on va parler des jeunes qui viennent se faire tatouer, ils sont pas conscients de l'intention. Ils voient plus le côté de la société, la décoration, c'est beau, parce qu'on vit dans un monde d'images de toute façon. Je viens de la publicité, c'est on vend de l'image, on vend du rêve. C'est ça, quand vous apprenez la publicité, c'est on vend du rêve. Ouais. Oui, il y a du bon, mais il y a du mauvais rêve, il y a des conséquences aussi à ça. Fait que les jeunes, ils se gravent des choses qui sont pas trop conscients, mais moi je les amène. J'ai un exemple concret, cet été j'ai tatoué une jeune québécoise, c'était un groupe de 3 jeunes filles. Souvent les filles aussi, ensemble, beaucoup, ce qu'on peut appeler des matching tattoos, ou qui ont un souvenir d'une expérience en Gaspésie, un voyage, un road trip et tout ça. Mais une fille complètement différente et qui est victime de la vie. Mais elle le dit dans ses mots, là. Elle se victimise, elle se rabaisse. Fait que ça, c'est une histoire, c'est une éducation, c'est des parents, des grands-parents. Ça, c'est après, je règle pas ça comme ça en une séance de tatou, mais souvent, je confronte les gens à ça en disant, mais pourquoi tu penses que tu es une victime?
pourquoi tu te tapes dessus comme ça ou... Puis la jeune personne, 21 ans, elle continue, elle en est consciente, mais elle continue, c'est plus fort qu'elle. Et jusqu'au moment où, après que je l'ai tatoué, il y a quelque chose qui s'ouvre, là, tu sais, elle est comme libérée de quelque chose, puis elle te dit, attends, mais tu te rends pas compte. Là, ce que je viens de vivre, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est comme si tu m'as fait une thérapie, là. Mais c'est juste le processus du tatouage qui devient un outil un peu pour faire prendre conscience à l'autre ses pleines capacités, son plein pouvoir de changer sa vie. C'est toi qui peux changer ta vie, c'est pas moi je suis juste un fil conducteur. Quand on va chez le médecin, pourquoi on va chez le médecin? On pense que le médecin il va nous sauver, mais on est capable de se sauver soi-même. Ou aller chez un psychologue, oui, il y a des processus de déprogrammation. Moi, j'ai suivi, on devrait tous aller chez un psychologue de toute façon, parce que c'est un processus super important. Même plus tôt on le fait, mieux c'est. Parce qu'il y en a qui arrivent, qui prennent ça trop tard, mais ça nous aide à mieux nous connaître. Si on a des bons thérapeutes, il y a vraiment des bons thérapeutes qui travaillent sur les entités, sur l'enfance, parce que tout vient de l'enfance, là, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Fait que ça, là, si on peut faire ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Et à travers le tatouage, je me rends compte que, ça ouvre des choses. Puis, c'est pour ça que je le fais, parce que moi, ça m'apporte. C'est un peu le reflet aussi. J'ai des enfants, ma fille de 18 ans, ça reste que c'est ma fille. Fait que j'ai pas la même approche avec ma fille qu'avec une autre fille de son âge, que des autres amis à elle que j'aurais pu tatouer. Mais je communique beaucoup avec mes enfants. Mais ça, c'est... Puis autant des jeunes, on parle des jeunes, mais des moins jeunes aussi, qui sont toujours privés dans leur vie. Et le tatouage, c'est comme, comme une guérison, en fait. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant, avant que tu nous expliques comment t'en es venu au tatouage, mais c'est que toi, la façon dont tu l'envisages, c'est bien plus que tatouer une peau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rituel aussi, tu le vois comme un outil de guérison, et t'es vraiment comme un passeur. Tu me disais, moi, je suis un passeur. Ça c'est comme l'a dit en fait. C'est que je voulais pas l'assumer au début. Je pense qu'on est tous capables d'aider les autres, qu'on est là pour s'entraider, mais qu'on se bloque et qu'on se dit là je vais pas dire à lui comment faire, ou c'est pas de dire comment faire, c'est juste ouvrir tes portes en témoignant, en parlant au jeu. Souvent on dit ça au Québec. Tu parles au jeu, si tu tues, si tu tues toi, tu tues. Finis par tuer. Tu fais ça comme ça, mais toi t'es comme ça. Mais si tu dis au jeu, moi en ce moment je pense que je ferais pas ça comme ça, ou je me sens comme ça quand on n'est pas bien dans certaines situations. Je me sens pas bien comme ça, je me retire. On est toujours mieux de se retirer plutôt que de faire subir à l'autre et de finir par la colère, et là ça prend toute la place, et puis là c'est le chaos là. Mais oui, ramène-moi pour la question. L'ouverture. Mais c'est ça. C'est que, oui, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené dans ma vie, et au Québec, des gens qui travaillaient avec la sonothérapie. J'ai été un joueur didgeridoo longtemps aussi, pendant presque 10 ans. Fait que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la sonothérapie, et j'ai fait beaucoup de yoga. Et ça m'a ouvert à quelque chose, et je me suis rendu compte aussi avec l'instrument, je soignais tout ce qui était vibration. Et ça, à un moment donné, moi, j'allais jouer, quoi. Je jouais, puis... C'était là où tu étais bien, quoi. Tu te sentais vivant. Ça me faisait du bien. Le didgeridoo est comparable à la méditation, parce que tu rentres dans un état un peu second. T'es bien, quoi. Parce que c'est une respiration circulaire. Fait que tu t'épuises pas, mais tu rentres... Tu sors ton mental, en fait. Tu rentres dans ton inconscient. Puis, il y a plein de personnes, je traînais dans le yoga, je jouais dans les studios de yoga, puis ils m'ont dit, mais Olich, il faut que tu assumes. Le tatou, c'était pareil, et j'ai tatoué des amis. C'est comme, il faut que tu assumes. Puis j'ai dit, ok, je vais assumer, mais je voulais pas me définir comme un thérapeute. Ça, c'était bien important pour moi. Je faisais juste accompagner les gens. Et c'est pour ça qu'il y a une amie, à un moment donné, elle m'a dit, toi, t'es un passeur d'âme, t'es comme... C'est d'ailleurs cet ami-là qui m'a offert cette pierre-là qui est comme plus un protecteur. Souvent, ceux qui aiment les pierres, là, c'est vraiment fort. Puis après ça, j'ai assumé, puis j'ai comme communiqué dans mon entreprise avec ça. Fait que là, je me suis dit, oulala, je vais me fermer des gens, là, ça va faire peur au monde, là. Je fais des cérémonies, je smudge les gens à la sauge.
Puis là, je me suis dit, oh, ok, non, ça, là, je vais moins travailler parce que ça va faire peur. Puis en même temps, j'ai dit non, je vais juste travailler avec les bonnes personnes, c'est tout. Ouais, tu vas attirer les bonnes personnes et c'est ce qui s'est passé, j'imagine. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis de bouche à oreille, tu te rends compte que il y a plein de gens, mais plein de gens qui sont sur le point de découvrir une certaine spiritualité, une ouverture à eux-mêmes, tu sais, mais on a peur parce qu'on est brimé dans notre société. De toute façon, depuis l'enfance, on est formaté. On est conçu pour répondre à un besoin d'une société. C'est pyramidal, hein, de toute façon. Les gens ils disent « Oh, la pyramide, tous les mouvements pyramidales, là. » Mais notre système est pyramide. Ouais. En haut, c'est les gros, c'est les banques. Et justement, l'idée du passage, du passeur, c'est parce que souvent quand on parle de passeur, bon, on dit passeur d'âme, mais c'est vraiment celui qui aide à aller d'un point à un autre, hein, quel qu'il soit, hein, de toute façon. Ouais. Et du coup, par ton approche, ce que j'entends, c'est que tu ouvres des portes de conscience, de guérison. Hein, du coup, en parlant avec les gens, ouais, ça c'est sûr que j'ai fait beaucoup de lectures de développement personnel, fait que j'ai quand même des outils. J'ai une mini formation en PNL, hypnose, fait que c'est sûr, je sais quelles questions poser sans que ce soit un jugement et je sais que ça va ouvrir à quelque chose, mais en même temps, avec le temps aujourd'hui, je sais qu'on est tous pareils, on a tous les mêmes blessures et qu'on vit tous les mêmes choses à un certain moment de notre vie. Il y en a qui vivront peut-être jamais une ouverture à la spiritualité, mais même à ça, on en développe toujours un tout petit peu, c'est sûr et certain. Même ma maman qui a changé, et je le vois avec le temps, que je me suis plus affirmé dans la relation avec ma mère, qui fait que sans la confronter avec la colère et avec la bienveillance, il y a une ouverture. Bon, mes sœurs sont là-dedans aussi, et autant que ma mère, c'était quand même quelqu'un de fermé, qui avait beaucoup de colère, par rapport à son histoire, mais ça, c'est son histoire, c'est pas mon histoire. Bien sûr, ouais. C'est ça la différence, c'est que nos parents, on les choisit, mais on les choisit pour se transformer. On n'a pas à devenir nos parents, puis tout le monde. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai entendu ma mère qui parlait à mes enfants. Mais c'est là, quand j'en ai pris conscience, j'ai dit non, parce que souvent c'est de la colère, de l'impatience. Mais je comprends, quand tu es monoparental, 3 enfants, tu travailles, tu n'en as plus de patience parce que tu es épuisé en fait. Mais ouais. Fait que c'est comme, moi j'ai dit non. Puis je m'excusais auprès de mes enfants. Ça c'était très important pour moi, la communication avec mes enfants authentiques et pas juste comme des bébés. Parce qu'on parle aux enfants comme des bébés. Ouais. C'est vrai. On nous infantilise. Ouais. Et encore aujourd'hui, dans notre système, on nous infantilise. De toute façon, avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans et demi. Ben oui, bien sûr. Faut que tu fasses comme ça. Ça va. Non, ça marche pas comme ça. Si tu crois en toi, si tu as un gros bon sens et tu crois en toi, tu vas faire ta vie en fonction de ce que tu veux toi et pas de ce que veut ton voisin. Ça veut pas dire qu'il faut piller sur le monde, mais il faut se respecter. Ouais. Et du coup, dans ton parcours, il y a eu des rencontres et une ouverture à la spiritualité. Tu me disais que ça a été important pour toi, ça. Ouais. Tu vas en parler un petit peu Ouais, je peux en parler. Moi, c'est plus une histoire, justement, dans une relation où j'ai une relation quand même difficile. J'avais 30 et quelques années, 40 ans, je sais plus, là. Mais j'ai fait une grosse dépression qui a duré. C'est pour ça que je dis que la dépression, c'est un cadeau, là. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à vraiment lire beaucoup de choses sur le développement personnel et j'ai découvert la méditation. Et c'est ça que je te disais tantôt, c'est que je méditais 5-6 heures par jour. Là. Mais ça m'a vraiment aidé. J'ai pas envie de dire sauvé parce que j'étais pas fini. Je veux dire, je me serais peut-être relevé avec autre chose. Le yoga aussi, j'en faisais un peu, mais la méditation, ça m'a vraiment aidé. Et ça m'a fait sortir mon mental en fait. C'est que je pense si j'avais pas eu la méditation, ou il y en a qui vont faire du sport, mettons. Mais moi, je voulais pas fuir par quelque chose. Au début, je disais, je veux partir en voyage. Je veux partir en voyage. Parce qu'au début, je faisais ça, je me rends compte, je faisais ça, je partais en voyage, mais je fuyais. Ouais.
Parce que tu peux être n'importe où dans le monde, t'es avec toi-même. Fait que je me suis retrouvé au Nicaragua à pleurer comme un bébé dans une auberge de jeunesse, à me dire, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi. Ouais. Mais c'est là que tu passes à travers. Et à ce moment-là, j'avais rencontré un couple. Puis je leur ai dit, vous êtes beaux, vous êtes un beau couple et tout. Puis ils m'ont amené, je leur ai dit, vous m'avez amené à quelque chose. Puis là, après, le lendemain a passé, ça finit toujours par passer. On dit toujours, ça finit par passer. C'est un peu comme la rivière. Ouais. La rivière, il y a plein de roches, mais elle se faufile tout le temps. Ouais. Et moi, je vois toujours ça. J'invite les gens vraiment, on fait ça en hypnose aussi, en PNL, à voir une image, fermer les yeux, puis comme visualiser une rivière qui coule, puis ça revient jamais, la rivière. Ben oui. C'est ça qui est incroyable. Fait que j'ai découvert un peu ma spiritualité, mon inconscient, grâce à la méditation. Et ça n'a pas duré longtemps, c'était 6 mois, c'est pas long, mais c'est long quand on n'est pas bien. Mais après, c'est sûr que là, j'ai remercié la personne qui m'avait trahi. On est encore en contact. Je veux dire, à un moment donné, tu fais la paix avec les gens, et puis c'est des gens qui t'amènent à cheminer, en fait. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on s'était entraidés, quoi. Bien sûr. Elle avait vécu. Puis notre relation était toxique, de toute façon, c'était trop fusionnel. Fait que tu peux pas vivre comme ça. En tout cas, la méditation, ça a vraiment permis de faire un retour à toi, revenir à toi, un chemin sur toi et à continuer justement ton chemin aligné avec qui tu étais et que tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, et aussi, j'ai vécu la solitude. Et ça, c'est important, justement. Ouais. Parce que souvent, quand on est en rupture, on parle de relation, là, mais on rebondit souvent. Mais on va rebondir sur la même personne. Fait qu'en fait, il y a souvent quelque chose, c'est que quand vous êtes en relation, s'il y a quelque chose de votre conjoint ou de votre ami qui vous agace, ben c'est quelque chose que vous devez travailler sur vous. Enfin, de toute façon, nous tous des miroirs l'un de l'autre. Hein. C'est ça, le miroir de l'autre. Fait que ça, c'est riche. Si vous êtes en relation et que vous pouvez travailler ça, c'est super intéressant parce que on sait qui on perd, mais on sait pas qui on gagne. Hein. Je veux dire, à un moment donné, la relation, c'est pas une consommation. Hein. Faut aller à l'intérieur de nous et se retrouver dans notre solitude aussi pour voir, mais pourquoi on est en relation en fait. Est-ce qu'on est bien avec nous-mêmes, tout simplement. Et oui, c'est dur la solitude, mais on finit seul hein, de toute façon. Je veux dire, oui, on peut être entouré plein de gens, mais on finit avec nous-mêmes. Hein. Et c'est pour ça que, mais je sais pas, après, les gens prennent le temps d'être avec vous-même. Moi, je sais que je suis très dans des rituels. Le matin, c'est précieux, je me lève. Avant, je faisais du yoga. Bah, là, je prends du thé, je bois mon thé, mais des fois, ça dure 2 heures, 3 heures. Avant, je dessinais là en présence avec toi. Ouais, mais je suis pas dans mon mental, attention, c'est différent. Ouais. Je suis pas en train de spinner ma journée, quoi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Parce que moi, j'ai rien à faire. Ben, j'ai des petits rendez-vous, des trucs, mais je pousse jamais ça. Je suis très dans le laisser aller. Il faut laisser aller parce que je me suis rendu compte dans la vie que quand je luttais, déjà, je me fatiguais et c'était négatif pour moi parce que aussi j'attirais des gens qui n'étaient pas pour moi. Ouais. Et ça, c'est un autre truc, c'est que des fois, on ne veut pas être seul, fait qu'on va aller chercher des gens. Mais ça peut être positif parce que si on s'en rend compte, on dit ok, cette personne-là, non, c'est fini, je le vois, je veux plus ces personnes-là. Fait on a le droit de dire à quelqu'un, je te veux pas dans ma vie. Quoi. Bien sûr, bah ouais. On peut choisir nos relations. Ça veut pas dire comme. Moi, je trouve que c'est trop important de se respecter là-dedans. Mais là, c'est négatif. Mais il faut aussi voir quand on est bien. Quand on est bien dans une relation, quand on est bien avec des amis et le dire. Et ça, c'est important. Nous, au Québec, on est très dans le je t'aime avec nos enfants. Souvent, on dit à nos enfants, mes enfants me disent je t'aime. Moi, ma mère m'a jamais dit je t'aime. Ouais. Fait que je sais que j'ai brisé quelque chose, puis c'est correct, c'était peut-être pas elle, elle pouvait peut-être pas le dire, elle savait pas comment le dire, c'est des générations aussi. Mais nous, on est très dans le ressenti en fait. C'est quand vous ressentez une émotion, c'est important de la dire maintenant parce que elle va partir, mais quand elle va revenir, elle va être chargée de quelque chose. Ouais. Puis à un moment donné, et c'est ça qu'on dit nous souvent, c'est qu'après on finit par vomir sur l'autre, quoi, parce qu'on a accumulé. Et souvent, on regardez les sources de conflits, c'est des niaiseries, comme on dit chez nous. C'est des petits trucs qui se sont accumulés avec le temps, qu'on n'a jamais su dire à l'autre parce qu'on ne veut pas le froisser, parce qu'on veut pas, on a peur de peut-être
le chaos total, mais c'est important de se respecter et de le dire. Tu sais, il y a une façon de le dire, bien sûr, mais des fois, c'est maladroit. On le dit, et on le dit croche, mais on le dit. Mais après, il faut en prendre conscience quand c'est croche, puis il faut toujours... la communication non violente, je sais pas si ça te parle. Bien sûr. Donc, c'est ça. Ça, c'est les bases de l'humanité, mais ça, ouais. On devrait tous suivre un cours de communication non violente. C'est vrai. Ouais. Mais cette spiritualité, tout ce que je parle là, c'est tout ce que j'ai appris au Québec, en fait. Avec mes 20 ans, ce que j'ai appris de moi-même, à travers des livres, à travers des gens, à travers des gens toxiques aussi. Que j'ai su dire non, je ne veux plus de ces relations-là, de s'affirmer pour soi. Puis là, comme je dis, c'est dans la bienveillance, c'est pas dans l'agressivité. Mais il y en a l'abuela Margarita qui disait ça tout le temps. On disait, on est notre propre Dieu, on a le plein pouvoir de nos capacités. Il n'y a personne d'autre qui peut décider de notre vie à part nous. Ouais. Et ça, c'est vraiment précieux dans la vie. Il faut que les gens prennent plus conscience de ça, quoi. Puis, je pense que ça se réveille quand même. Là. Il y a quelque chose qui se passe depuis 2 ans. Là. Il y a vraiment des gens qui ont envie de sortir d'un moule. Ouais. C'est un moule-là qu'on a toujours été, en fait. Ouais, de plus en plus de personnes sortent de leur sécurité, alors ce qu'ils pensent être leur sécurité, mais en tout cas sortent de leur zone de confort, font le saut là dans le vide pour des modes de vie plus autonomes, plus en accord avec la nature, beaucoup, en accord avec ce qu'ils ont envie de faire, dans beaucoup plus de simplicité, d'authenticité. Il y a de plus en plus d'initiatives comme ça et c'est juste magnifique, quoi. C'est vraiment le message là, de ces interviews aussi, c'est... Reconnectons-nous à ce qui est vraiment important et à de l'authenticité, de la simplicité aussi, du partage, du lien, beaucoup. Mais pour les gens, je te dirais, pour des gens qui l'ont connu, cette simplicité-là, comme moi, mettons, c'est plus possible, mais mettons, je pense à toutes les jeunes générations qui sont nées avec un téléphone dans les mains. C'est quoi la simplicité pour aujourd'hui? Je serais bien curieux de poser ces questions-là à ces gens-là. Et en même temps, je tatoue des jeunes, mais je tatoue souvent les jeunes dans un environnement. C'est un environnement très naturel, la forêt. Moi, je vis en face de la mer, quoi. C'est la forêt, il n'y a presque pas d'habitation. Fait qu'on est très isolé aussi. Ouais. Ça, c'est des côtés un peu plates des fois que je trouve, parce que moi, j'aime les gens quand même. Mais... ça, j'ai toujours voulu le faire, c'est que les gens, soit ils viennent à moi, soit je vais chez eux aussi. Ah oui. Ça, c'est intéressant. Je les tatoue chez eux, dans leur environnement. Mais je me rends compte que quand je rentre dans la maison, c'est lourd, quoi. Fait que des fois, je le dis, je peux tout smudger. Puis, on en parlait tantôt, smudger, pour moi, c'est vraiment, c'est pas purifier, c'est honorer, en fait. Honorer l'espace ou nettoyer avec de la sauge ou du palo santo. Mais... j'en parlais à mon filleul de 25 ans hier, ta maison, c'est ton mental. Si c'est surchargé, et d'où on revient au minimalisme, en fait, c'est que moi aussi, j'ai accumulé dans ma vie, on accumule tous. Et quand j'ai plus mes enfants, et c'est fou, c'est quand même fou, c'est que quand on a des enfants, on se rend compte on en a tué des gogos, là, comme on dit chez nous. Des trucs qui servent à rien. Puis, et toutes les fêtes, les Noëls, les machins. Mais tout ça, en fait, ça n'a pas de sens parce que des fois, moi je me souviens, mes enfants, je leur offrais un jeu et ils allaient jouer dans la ruelle dans les flaques d'eau et les bâtons. Quoi. Alors qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire les jeux pour mes enfants. J'ai arrêté de consommer. Je faisais mes propres jeux en bois, des trucs qui utilisaient un peu plus, mais c'est tellement comme... Les enfants sont tellement, je trouve, purs et ils n'ont pas de vices comme l'adulte. Dès qu'ils rentrent à l'école, les vices commencent. Parce qu'ils commencent à être formatés, on leur dit comment faire ça, telle chose. Et ça c'est... L'école à la maison, c'est quand même cool là, pour ça, là, mais je sais pas ici comment ça se passe. Nous, il y en a quand même beaucoup. C'est quand même en marge, mais chez nous, ça devient de plus en plus populaire parce que les gens... Déjà, de toute façon, tu travailles pour mettre ton enfant à la garderie ou à l'école. À la fin de la journée, tu es brûlé. Tu récupères ton enfant. Déjà, tu ne vois pas grandir. Tu récupères ton enfant, tu payes. En bout de ligne... tu perds même de l'argent et tu perds de l'énergie surtout parce que tu arrives puis tu sais pas comment t'occuper de tes enfants, tu as 2 heures ou 3 heures avant le coucher, il faut faire les devoirs. Et encore, tu es chanceux si tu as 2 ou 3 heures. Mais les devoirs, parce que vous finissez tard aussi l'école, je pense ici. Nous, ça commence plus tard, ça finit plus tôt.
Comme nous, au travail, on commence plus, on fait du 9 à 5, mettons, un fonctionnaire, mais on a juste des pauses d'une demi-heure. Tu sais, ici, vous travaillez beaucoup. Ouais. Et du coup, tu veux ça me fait penser justement à faire peut-être le pont sur ta nouvelle activité, justement, parce que on parle de ça en fait, sur la simplicité, de revenir Ouais. à plus de simplicité, peut-être plus de nature. Enfin, tu veux nous parler un petit peu de Pour ce qui est venu comme ça ouais. pour toi? Ben moi, j'ai toujours, comme je te disais, j'ai toujours été un peu en van, nomade, tout ça, mais j'ai quand même eu un appartement pendant 20 ans à Québec. Et quand fallu que je déménage, je me suis dit, ok, je vends tout, je me sépare de tout, et c'est là que j'ai été le plus heureux. Et puis il y a plein d'amis qui m'ont dit, tu vois comment t'es léger. Fait qu'à partir de là, j'avais plus rien. J'ai juste un camion, un véhicule, et quelques boîtes. Et là, j'ai rencontré en Gaspésie mon associé d'une entreprise que je viens de partir, on fabrique des dômes en fait. Je pense que ça parle quand même au français, les dômes. Là. Ouais. Fait que, parce qu'on voulait revenir depuis 2 ans et demi avec tout ce qu'on vit, on voulait revenir à l'essentiel et les gens, on sentait qu'il y avait une demande des gens. Une autonomie agricole aussi, une autonomie arrêtez de s'endetter parce que nous, au Québec, on est pro-américain, c'est l'endettement. Hein. Je veux dire, les jeunes, à 12 ans, ils reçoivent leur première carte bancaire. À l'école, je veux dire, ils reçoivent l'enveloppe à l'école de la banque qui est à la base, la Caisse des Jardins, c'était très populaire, mais ça s'est privatisé. D'accord. Fait qu'ils reçoivent la première carte. Fait que là, tu es encore dans le système, ils te lâchent pas, là. Puis quand tu étudies au Québec, tu es endetté. Hein, je veux dire, n'importe quelles études, tu t'endettes entre 15 et 30 000 $, voire plus. Ouais. Puis tu n'as pas commencé la vie. Fait que les jeunes, ils ont un appart, ils ont 2 travails, ils étudient. Fait que anxiété et tout ce qu'on sait de la société. Fait que nous, on voulait comme penser à ces jeunes-là parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent revenir vivre en nature, il y a beaucoup de communautés qui sont en train de se créer. Et là, on s'est dit, on va créer une habitation qui est accessible parce que les taux d'intérêt sont à 8%, ça n'a pas d'allure. Quoi. Les jeunes s'endettent. Fait que, on a créé ces maisons-là, les cocodomes en fait, ça s'appelle. Cocodomes. Ouais, on mettra le lien dans les commentaires du site. Super. Puis en parallèle, on a créé les serres pour que les gens ils soient en autonomie alimentaire. Parce que nous, bien sûr, tout vient du sud, avec notre saison qui est 6 mois d'hiver. C'est très dur de cultiver. On ne peut pas cultiver de toute façon. Fait que toute notre alimentation, on se rend compte avec l'inflation là, que ça n'a plus d'allure. Fait que les gens réveillent et puis se disent ok, non, moi je veux repartir mon jardin. Il y a des jeunes et il y a des gens de 60 ans qui disent ok, moi j'ai une grosse maison, je veux plus l'entretenir, je veux un dôme. Parce que je veux vivre minimaliste. Il y a un bon documentaire là-dessus. Je sais pas si tu l'as vu, c'est 2 gars en fait qui se promènent aux États-Unis, ça s'appelle Minimaliste. D'accord. Et ils expliquent tout ce que ça peut créer et pourquoi on est si attaché aux objets. Et il y a des choses sentimentales, mais en fait c'est mental. Bien sûr. Ouais. C'est pas utile. Je veux dire, c'est brisé, mais on garde. Ou on va acheter, je vais parler de ma soeur hier, on va acheter des chaussures parce qu'elles sont belles, mais t'as mal aux pieds. Tu comprends? C'est comme ça, c'est de la programmation. Je lui ai dit, faut que tu te reprogrammes parce que c'est des habitudes de consommation. On est bourré d'habitudes depuis tout petit en fait. Ouais. Mais c'est possible de changer tout ça avec le temps quand on en prend juste conscience puis qu'on se rend compte qu'on est mieux parce que moi demain si je veux partir, je veux déménager, j'ai pas de matériel. Ça c'est pour moi c'est super important. Ouais. Oui, tu vends ta maison, mais oh là là, il y a trop de choses, fait que ça devient un frein. Non, si je vends ma maison, comment je gère ça. Mais c'est juste du matériel. Et du coup, justement, votre proposition avec ton associé, là, c'est vraiment à revenir à être plus dans quelque chose de l'ordre de la simplicité, se délaisser aussi, parce que l'habitation est plus petite que ce qu'on pourrait avoir peut-être... Ouais. Il y a plusieurs tailles, mais je te dirais, c'est ça, en mètres carrés, je pense que ça va jusqu'à 70 mètres carrés quand même. Ouais. Donc, je te disais, on peut faire une mezzanine, je veux dire, il peut y avoir une toilette. Tu peux faire venir l'eau, ça dépend où t'es, mais chez nous, souvent ils mettent des decks de bois, c'est isolé. Un deck, c'est une galerie. Ouais. Il y en a qui font des dalles de béton, tu peux faire une dalle de béton. Il y en a qui creusent un puits, tu peux avoir l'eau courante. Il y en a qui ont des toilettes sèches.
C'est le luxe de la yourte un peu. D'accord. Parce que tantôt on parlait de la yourte. La yourte, ça manque de lumière. La yourte, c'est isolé en peau de mouton. C'est animal, hein, je veux dire, ça vit. Hein. Si tu n'isoles pas ta yourte, ça pourrit. Ouais, ouais. Puis c'est plastique, c'est pas notre culture. Je veux dire, la yourte, c'est mongol. Eux, ils sont habitués à être comme ça. Puis nous, ça respire, il y a de la lumière. Juste la lumière fait que ça respire, en fait. Bien sûr. Et la hauteur. Et ça, la c'est hauteur, ultra ouais. important. Ouais. Puis la ventilation, comme on disait tantôt, il y a des systèmes de ventilation. On développe encore d'autres techniques. Ça va. Tiens, on est toujours en progrès, là. Est-ce que tu as remarqué que de plus en plus, enfin tu le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes, ou peut-être de moins jeunes d'ailleurs, hein, qui s'installent plus de façon communautaire, plus regroupés. Tu as pu observer, et peut-être avec ces projets de dôme, là justement aussi, enfin j'en sais rien. Ouais, et ben, la yourte a fait beaucoup ça au Québec. Nous, on a énormément de yourtes, énormément. D'accord. J'ai des amis qui ont créé ça s'appelle le RAC, là, c'est comme une petite communauté, ils ont 25, 26, 28. En fait, c'est deux gars qui ont acheté une terre, mais en fait, c'est une terre, c'est une forêt, là. Et c'est immense, là, puis ils ont acheté ça presque rien, fait que là, ils ont commencé une petite maison, ils ont acheté un moulin à scie, fait qu'ils coupent leurs arbres, ils font leurs planches, fait que là, ils ont commencé à construire un peu des tiny houses. Les jardins, bien sûr, les poules, bien sûr, mais là, c'est rendu, ils cultivent pour le village au complet. Fait qu'après, ils revendent leurs légumes. Ouais. Ils ont eu des subventions parce que comme c'est des jeunes entrepreneurs, ben, ils ont des aides financières, fait que ben, tant mieux, au moins ils redistribuent à la communauté parce que toutes les subventions, c'est de l'argent du contribuable, hein, c'est de l'argent de toi et moi, mettons. Ouais. Fait qu'eux, ils le réinjectent après dans la communauté, dans les légumes. Et il y en a, en Gaspésie, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a certains coins en Estrie, dans les Laurentides, plus, tout ce qui est un peu plus montagne, nature. En ville, mettons à Montréal, il peut y avoir des regroupements, des jardins sur les toits. On a eu du miel sur les toits aussi, beaucoup. Ah ouais. Il y a eu des périodes. Mais la ville, ça reste la ville. T'as pas l'énergie de la nature, quoi. Non. Même si à Montréal, il y a quand même beaucoup de parcs, beaucoup d'arbres, mais... Pour avoir vécu un peu à Montréal, non, quand j'y retourne, là, c'est comme, oh là là, je retournerai jamais vivre là. Mais juste te lever le matin, voir ton lever de soleil, ce qui est très rare, on ne voit jamais de lever de soleil. On va toujours au coucher de soleil. C'est vrai. Mais le lever de soleil, c'est comme magique, c'est là que ça commence ta journée. Et puis, bon, moi je suis chanceux, j'ai les baleines. Au mois de novembre, tu as les baleines qui soufflent, tu as le lever de soleil, tu as tous les oiseaux de la Gaspésie. Je veux dire, et puis en arrière, la forêt. Moi, je suis quand même chanceux, mais je l'ai choisi aussi. Je veux dire, je suis chanceux, mais j'ai choisi. C'est ça aussi qui est intéressant dans ton témoignage, c'est qu'en fait, tu as choisi ta vie, en fait. Ouais. Malgré des difficultés ou malgré voilà, un état, un moment de dépression. Voilà. Mais j'ai toujours été comme ça, je pense. C'est que j'ai grandi en banlieue, mais j'ai toujours voulu être proche de la nature, de la randonnée. Et souvent, quand j'allais pas bien dans ma vie, je prenais une marche dans la forêt et c'est même pas besoin de partir 4 heures, hein, c'est juste une promenade dans la forêt. Ouais. Et les arbres et tout, et moi ça me ressourçait tout le temps. Et je faisais des feux, il y avait de la neige, je faisais toujours des feux dans la neige, je pense que j'étais le seul. On fait des feux dans la neige. Bon, quand il y a beaucoup de neige, il y a une technique là, parce que sinon le feu c'est fondre dans la neige, puis à un moment donné, bon, c'est fini. Mais ça, j'ai appris ça à mes enfants aussi. Et même si mes enfants sont nés avec un téléphone, nés, c'est-à-dire ils l'ont eu à 13 ans, tardivement, mais quand ma fille a 14 ans, elle me dit je suis dépendante au téléphone, puis qu'elle se met à pleurer, tu te dis comme, c'est cool, parce que tu en as pris conscience. C'est ça. Et c'est dès que tu prends conscience de ce qui va pas dans ta vie, tu vas faire le mieux, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais faut être assez fort aussi pour en prendre conscience et faut pas se voiler la face et être dans le déni et dire comme ça va passer, demain ça ira mieux. Dites-vous que ça revient. Ouais. Ça revient tout le temps. Pas hésiter à plonger dans ses profondeurs, quoi. Ouais. Hein, pour, et d'écrire aussi l'écriture spontanée, c'est ultra. Moi j'ai fait ça longtemps, des cahiers. Et à un moment donné, je suis retombé là-dedans, j'ai relu et je me rendais compte qu'il y avait toujours le même problème. Ouais. Et à un moment donné, je dis ok, c'est ça mon problème, c'est l'abandon.
Fait que là, j'ai retracé toute mon histoire avec mon père, nana, ma mère. Mais c'est comme Indiana Jones, c'est comme une aventure, c'est super. Mais c'est ça. Parce que tu découvres, tu te découvres, puis tu découvres que, ah ouais, ok, c'est pour ça. Puis il n'y a pas besoin de temps forcé, hein, c'est en dedans de nous. Hein. C'est comme, on fait vite les liens. Hein. Ok, pourquoi? Mais même moi, quand je suis jeune, j'ai des trucs que j'ai oubliés un peu. Mais si je me concentre vraiment et que je me remets dans telle situation, à tel moment, je vais savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi, maintenant j'ai mal vécu ça. Ouais. Mais c'est ça qu'on fait en hypnose en fait, et Bien en, sûr. en PNL en fait, c'est qu'on retourne dans les entités Bien sûr. pour nous reprogrammer. Ouais. Et c'est tout le chemin, c'est justement aller découvrir son trésor intérieur, ce que l'on a, Ouais. quoi. Pour moi, c'est ça, quoi, Mm. le chemin. Je pense que c'est un film, un dessin animé, on a tous regardé La Cité d'Or. Ouais. Mais je pense que ça parle un peu justement de ça, la quête des ancêtres et tout ça, Ouais, les, ouais. les anciennes entités. Mais il y a plein de choses qu'on voyait pas hein, quand on était jeune aussi. Hein. Les Walt Disney aussi. Les Walt Disney, ça nous a beaucoup formaté sur l'image de la femme, sur la princesse, sur le prince. Mais c'était calculé, là. C'est du marketing. Ben ouais. C'est ça qui est fou, là. Est-ce que tu m'as parlé d'un livre que tu voulais partager justement, qui t'a inspiré comment tu veux nous en parler? Ouais, c'est quel est le titre? La maîtrise de l'amour et des relations personnelles. C'est Don Miguel Ruiz. Sa mère était chamane mexicaine. Bon, chaman, passeur aussi, parce que moi j'ai des amis qui font des formations en chamanisme. Là, je devais faire ça aussi, mais je ne suis pas rendu là dans ma vie. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire une formation pour être chaman. Là. C'est juste que, en fait, tu es formé parce que quand tu vas dans le chamanisme, c'est que tu te promènes dans les mondes et il faut savoir revenir dans les mondes. Et puis il faut savoir se débarrasser des entités. Fait que c'est plus ça la formation. Mais ce livre-là, ça parle beaucoup justement de la programmation en fait, de notre enfance. On mettra le titre dans les commentaires, ouais, intéressant. Ouais, c'est un petit livre. Hein. J'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'étais au Nicaragua. J'étais pas très bien à ce moment-là dans ma vie. Puis j'ai fui au Nicaragua. Bon, c'est beau, c'est cool, mais j'ai vécu la solitude pendant des mois et des mois. Sur des plages paradisiaques, mais j'étais seul avec moi-même. Et les locaux. Et je parlais pas super bien espagnol. Fait qu'à un moment donné, tu te fais comprendre. Puis tu apprends des gens qui ont rien. Puis tu te dis, wow, c'est super. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai un ami qui m'a dit, Rich, faut que tu lises ce livre-là. Tu sais, je dis, mais moi, je lisais pas beaucoup dans ma vie. Et j'ai lu ça en 2 jours. Ouais, ok. Et là, j'ai dit, attends, il faut que je le donne à quelqu'un d'autre. J'avais un ami qui était là aussi en vrai. Je dis, ah, il lit ça. On est 6 gars à avoir lu ce livre-là. Autant, pas du tout. Autant moi, j'étais un peu plus spirituel parce que j'étais déjà un peu plus dans le yoga, tout ça, la découverte de moi. Mais autant des gars qui étaient comme dans la construction, vraiment, qui ont une image très rude de l'homme, tu sais. Très, non, on pleure pas, nanana. Et qui sont découverts une spiritualité avec ce livre-là et qui ont compris, en fait, qui ils étaient. Parce que ce livre-là explique vraiment comme... Il nous redonne le pouvoir de nous, tu sais. Et il nous explique dès l'enfance qu'il faut qu'on rentre dans une case. Tout le monde est allé à l'école et a dit « Ah ben moi je veux faire un bac machin ». Et on t'a toujours dit « Non, non, fais un bac comme ça, il y a plus de débouchés ». Tu gagneras plus d'argent. C'est ça. Fait que lui il t'explique tout ça, mais pourquoi en fait on s'est jamais écouté dans la vie. On a toujours fait pour les autres et en fonction d'un système. Fait que quand tu prends conscience de ça, moi je suis sûr qu'il y en a qui vont arrêter leur job puis qui vont dire ok moi j'ai un rêve, tout le monde rêve de quelque chose dans la vie, tu sais, je rêve de faire ça, mais fais-le. J'ai une amie, elle disait je rêve d'aller c'était où oui, j'ai Haïti, pourquoi j'ai Haïti ça fait 2 fois Hawaï, elle dit je rêve d'aller à Hawaï, tout ça, puis elle me dit je veux y aller, je veux faire un truc de yoga, je dis vas-y. Elle me dit non mais ça coûte trop d'argent, mais je veux dire, elle avait de l'argent dans son compte bancaire, mais elle s'empêchait de passer à autre chose. Puis elle est allée, elle est retournée une 2e fois, une 3e fois, et là elle a déclenché, et là elle a pris la conscience de l'argent. On parlait un peu de l'argent, c'est vraiment important, et ça surtout, je pense surtout en France, c'est comme
faut qu'on travaille pour avoir de l'argent. On n'a pas le droit d'avoir de l'argent si on se tue pas au travail. Et c'est complètement faux en fait. L'argent, c'est une énergie, c'est un mouvement. Il faut que ça circule. Il faut que tu en donnes, tu en reçois, tu l'attires l'argent. Tu demandes à l'univers l'argent. Quand tu es en méditation, j'ai demandé des choses en méditation et je veux dire, ça arrivait. J'ai une anecdote, je faisais du pouce en Gaspésie, j'étais comme mal pris. Je dis, ah là là. Puis là, je dis, hey univers, donne-moi un lift s'il te plaît. J'ai pris mon pouce, il y a une voiture qui est arrivée 2 minutes après. Puis là, merci l'univers. Mais il faut le prendre, c'est un outil en fait. C'est drôle aussi, il ne faut pas prendre ça comme je vais me mettre à genoux, la prière, je demande à l'univers. Non, demande à l'univers et tu vas obtenir. Parce que tout vient de toi, de toute façon. Ouais, mais on est créateur de nos vies, quoi. Hein. Exactement. De notre réalité. C'est ça. Fait que ce livre-là, vraiment, je le conseille aux gens. C'est vraiment intéressant. Et il y en a plein d'autres. Hein. Je pourrais peut-être en donner d'autres si tu veux. Il y a Krishnamurti aussi, qui est un philosophe indien, qui est très intéressant. La première et des dernières vérités. Là, ça, par contre, c'est un peu plus dur à lire. Mais ça fait mal dans le sens où... c'est très 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 révélateur. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé ce livre-là. Il y a plusieurs livres, Lise Bourbeau, Les 5 blessures émotionnelles. Ça nous fait comprendre beaucoup de choses. C'est fascinant. Puis il y en a aussi sûrement en France, je pense que c'est Picard ou Ricard. Mathieu Ricard. Mathieu Ricard aussi, ça c'est intéressant je trouve. C'est un autre vulgarise bien aussi. Parce que des fois c'est plus accessible. Il faut que ce soit accessible parce que des fois il y en a qui écrivent, c'est un peu plus ésotérique, on pourrait dire. C'est un langage technique un peu plus compliqué. Mais... Oui, Mathieu Ricard, il est très accessible. Il communique sur les réseaux, hein. D'ailleurs, il est sur Facebook, tout ça. Et c'est intéressant. Mais je pense qu'à un moment donné, on pourrait tous écrire le livre de notre vie, hein, de toute façon. Oui. Moi, c'est un truc que j'avais commencé, le livre de ma vie, pour mes enfants, parce que je voulais qu'ils apprennent à me connaître dans le temps. Puis des fois, j'oubliais des bouts. Je me disais, ça. J'ai commencé, mais c'est peut-être quelque chose que je vais faire dans ma vie, écrire tu nous diras. le livre de ma vie. Pourquoi pas? Ouais. On sait pas. Ok. Écoute, est-ce que tu veux partager peut-être une dernière chose ou peut-être si tu as alors, on va dire un conseil ou en tout cas quelque chose que tu aimerais partager aux gens qui vont regarder cette vidéo Ben moi, j'inviterais les gens, en fait, tous les matins, prenez le temps de vous regarder. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on va devant le miroir. Puis de vous regarder dans le miroir et de vous dire que vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes fier de vous. Puis juste ça, là, à tous les jours, comme vous buvez votre café, là, ça va être comme un mécanisme et vous allez vraiment voir le changement de vos pleines capacités. Parce que c'est vraiment le secret, c'est de croire vraiment en nous, parce qu'il n'y a personne qui peut vivre à notre place ce qu'on a à vivre de toute façon. Fait que je peux vous tatouer si vous voulez des tatous aussi, mais je ne suis pas tout le temps là en France, mais ça donne, vous pouvez me suivre je te donnerai l'adresse, vous pouvez me suivre sur mon réseau. Puis j'ai un documentaire, si vous voulez aller voir. Le documentaire il est quand même très révélateur, justement. Je trouve ça fort quand même ce que je dis. Là. Ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai fait, là, mais c'est encore d'actualité. Là. Où les gens, je dirais, c'est ça, ce que je veux dire aux gens, c'est aimez-vous en fait. Aimez-vous et vous aimerez les autres parce qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir vous aimer comme vous pouvez vous aimer, tout simplement. Et puis, de croire en vous. Ouais, quand on est en amour avec soi, alors du coup, on est plein. Ouais. Et on peut complètement donner et recevoir, quoi. S'accepter, même quand on n'est pas bien, s'accepter. Des fois, on a des journées qui sont moches, puis d'accepter que c'est une journée moche, puis dire comme demain, ça sera mieux. Puis... C'est juste ça. Ok, super, merci. Merci. Bon, en tout cas, on mettra tes coordonnées, les sites internet, tout ça. Si vous voulez prendre des informations auprès de Richard, je pense que ce sera avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Super. Et puis effectivement, si tu viens construire des dômes en France, surtout, on a de la demande. Tu partages. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais ouais, on a de la demande. C'est juste qu'il faut que je m'informe plus ici avec les normes et tout. Je suis pas trop au courant de ce qui se passe. Ouais, c'est un super beau projet. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Minimaliste. On est léger. Super, super. Ok, écoute, merci Richard. Merci à toi pour l'accueil et le petit thé et tout. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire une interview live, on en parlait peut-être
2023, début 2023. Parfait. Hein, super. Je serai par là, je serai au Québec. Où tu seras, quoi. Je vais tourner au Québec. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, à partager. Et puis, on vous dit à très vite, quoi. Hein? Merci, bye bye. Bye bye.